je vais demander aux participants à la table ronde de nous rejoindre. Tout d'abord, Nicole Sibeux, vice-présidente du Grand Lyon, en charge de l'urbanisme et de la stratégie foncière notamment, que je remercie vivement. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est une de vos premières apparitions depuis votre prise de fonction. Donc merci encore de vous être libéré pour cette table ronde. Daniel Schoen, vice-président, président du jury et coprésident de l'EVAD, architecte. Céline Varius-Souchon, Mangrove, l'agence de design sociétal. Lise Bourdeau-Levage, professeure des universités, présidente du conseil scientifique par l'urbanisme, et aussi a fortement participé au quotient ville sensible. Marc Balayi, vous êtes nombreux évidemment, comme vous venez à connaître ici, promoteur, mais aussi créateur du programme Plume 2050, dont il va vous parler, puisque le thème ce soir, c'est l'immobilier régénératif, dont on peut avoir différentes définitions. Je vais d'abord vous donner la parole, vous, en tant qu'élu. Donc il y a 2 micros à vous partager, à faire circuler. Normalement, tout fonctionne. Est-ce que l'immobilier régénératif aura une place dans ce nouveau mandat? Parce qu'on sait que les terrains ne sont pas infinis, que reconstruire la ville, c'est important. Quelle sera la place pour ce nouveau mandat de cette approche régénérative de l'immobilier? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Oui, c'est une de mes premières apparitions parce que depuis moins de 2 mois qu'on est élu et en place, j'avoue qu'on est un peu sous l'eau pour prendre connaissance de tous les dossiers, mais je suis ravie, je représente la présidente de la métropole ici. Et votre question, j'avoue, est plus qu'intéressante parce qu'elle est au cœur de notre projet politique en fait. Alors je l'aurais juste, je vais la transformer un peu, si ça ne vous dérange pas. Moi la question, elle est plutôt comment la métropole peut intervenir pour relancer l'immobilier et en faire un levier d'action pour les politiques publiques, pour nos politiques publiques, pour notre projet politique. Je commencerai par l'immobilier. L'immobilier pour qui? À quel prix? Et pour quelle qualité de vie? Parce que c'est ça la question. On produit l'immobilier, mais pour qui? Et à quel prix pour que le prix soit adapté à la clientèle que l'on cible? Régénérer, c'est quoi pour nous? C'est construire à la place de, notamment sur des fonciers déjà occupés mais obsolètes, la ville sur la ville, bien connue. C'est rénover pour faire des économies d'énergie. C'est transformer pour s'adapter au mode de vie et de travailler. C'est densifier, voire surélever, le cas échéant. Et c'est changer d'usage. Et c'est aussi penser l'adaptabilité dans le temps de l'immobilier. Donc la métropole, pour tout cela, elle dispose de leviers puissants. Vous le savez, puisque vous travaillez avec la métropole tous autant que vous êtes dans vos différents métiers. Des leviers réglementaires, le PLU, le SCOT. Des leviers fonciers, par la mise à disposition de fonciers ou l'intervention de la métropole sur les fonciers. Vous avez tous vécu ça, j'imagine, à un moment donné. Et des leviers opérationnels. Alors, un autre principe, c'est que la collectivité ne doit pas faire à la place des acteurs économiques. Mais elle doit créer les conditions pour qu'ils puissent faire. Et faire ce qui est nécessaire de faire dans la ville. Notre volonté, c'est donc adapter les règles. Donc on va avoir un grand chantier, un beau chantier que l'on va faire avec vous, parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et l'idée, c'est surtout de ne pas faire seul. C'est mobiliser notre foncier. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais la métropole est propriétaire de foncier, d'immobilier, de lots de copropriété. Elle a un patrimoine gigantesque. Re-questionner la programmation des opérations. Alors certains opérateurs commencent à venir nous questionner justement sur la programmation des opérations, qui sont pour certaines qui ont été conçues dans un autre contexte économique, et faire confiance aux acteurs. En résumé, j'en finirai là pour la première intervention. Rendre possible, faciliter, faire confiance. Daniel, tu m'as inspiré ce thème de la table ronde. Pourquoi, en tant qu'architecte et en tant que président de l'EAD, c'est un thème si important? Oui, d'abord, merci de faire cet honneur de pouvoir
porté ce jury et puis d'avoir accepté que le bâtir vert devienne comment l'immobilier peut prendre le chemin de la régénération. C'est un sujet effectivement qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur particulièrement. Je vais le dire en 3 dates. 1972, 2000, 2026. 72, rapport Meadows, alerte sur le climat, etc. On commence à nous dire des choses. 2000, on commence à bouger un certain nombre de choses. C'est aussi la date de création de l'association Ville et Aménagement Durable, on voit ça au passage. Mais depuis 2000, on a intégré tout ce qui est qualité environnementale, alors les HQE, etc. Toutes les performances d'abord énergétiques, ensuite ressources, etc. rentrent dans le scope de la façon de faire la ville. Et 2026, je dirais aujourd'hui, ça fait peu de temps, mais le terme de régénération est en train d'émerger avec l'idée de dire peut-être qu'on a continué dans le développement durable et dans la construction un modèle qui est quand même celui de la construction. C'est pour ça que je dis bâtir vert, ça a bien été bâti sur cet esprit-là. Ça fait 8 ans que ça existe. Et il y a un moment où on s'est dit l'habitabilité du territoire, la qualité de vie est réellement, je dirais, le problème persiste en fait. On pourrait dire, si les symptômes persistent, consultez un expert. Les symptômes persistent. Les messages sont toujours aussi sur les voyants en alerte et ils se sont élargis à tout un tas d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement la question du climat, on n'a pas simplement la question de l'énergie, pas simplement la question des ressources, on a tout un tas de choses, la biodiversité, la qualité de vie, etc., qui font que, en réalité, les voyants restent dans le rouge en grande partie. Donc il y a un moment où il faut passer à autre chose et penser à autre chose, et l'idée de dire, mais est-ce que simplement le fait d'atténuer les effets négatifs de la construction, au sens du carbone, au sens de l'énergie, est suffisant? Et si on passait à l'idée de faire quelque chose de positif pour de bon? On passe directement du côté du positif, c'est-à-dire que l'intervention qu'on va faire, est-ce que nos constructions peuvent contribuer au fait que le territoire devienne plus habitable? Ça paraît logique, on est tous ici dans le métier, on construit des mètres carrés. On va dire, mais bien sûr, moi je construis, c'est pour être habitable, c'est pour habiter plus. Mais de manière plus large, en élargissant un peu sur les autres thématiques, je parlais de la diversité, je parlais de la confiance, de dire pour qui on fait l'immobilier, comment on va le faire fonctionner. En fait, en un mot, je m'arrêterai peut-être là-dessus, c'est de dire, pensons plus à quel est le mode de vie qu'on va avoir derrière, que le bâtiment va avoir pendant 20 ans, pendant 30 ans. Est-ce qu'il a la capacité à continuer à vivre avec la vie qui va se mettre à l'intérieur? Donc comment la maintenance, comment la gestion, comment le fonctionnement, et finalement pour quelle organisation de vie on est en train de bâtir. Et du coup l'objet bâtiment, l'objet construction, devient un outil technique, c'est notre métier, c'est ce qu'on sait faire, on travaille avec la technique, mais comment travailler avec la vie et de regarder plutôt du côté de l'angle de la vie. C'est pour ça qu'on regarde souvent du côté des ingénieurs du vivant qui s'appellent Olivier Amand, qui s'appelle Isabelle Delannoy, qui s'appelle etc. Parce que la vie fonctionne différemment et la vie continue à se développer. Et si on arrivait à faire en sorte que notre objet technique soit réencastré dans la vie pour laquelle on veut construire, notre territoire, notre quartier, telle entreprise, tel utilisateur, et que cette vie continue à se développer, à ce moment-là, on pense qu'on va être du bon côté. Mais c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel, comme tu le disais, il y a beaucoup d'angles d'approche. Et régénérer, pour moi, c'est régénérer avant tout le milieu de vie dans lequel on habite, et de façon à régénérer augmenter la vie et augmenter la qualité de la vie. Alors, de manière plus large, le territoire. La transition est toute trouvée, je pense, avec Céline Souchon. Maîtrise d'ouvrage, tout ça, c'est des termes qui sont familiers, notamment devant un parterre de professionnels de l'immobilier. Vous insistez sur l'aspect maîtrise d'usage. On m'a précisé en préparant cette table ronde que ce n'était pas encore forcément rentré dans les mœurs. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Donc, bonjour, donc Céline Varenne-Souchon, je suis la fondatrice de Mangros, c'est une agence de design sociétal. Donc, c'est quoi le design sociétal déjà? On va commencer par ça. Donc, c'est comment les enjeux sociétaux viennent impacter la manière de fabriquer la ville. Et dans ces enjeux sociétaux, il y a notamment donner la place aux gens qui sont invisibles aujourd'hui dans la manière dont on pense nos projets. Voilà, on pense fonctionnalité, on pense programmation, on pense coût, on pense voilà, toutes ces dimensions-là. Mais finalement, que ce soit les habitants, notamment les personnes en situation de handicap, de vulnérabilité, donc les vivants humains et non humains, c'est-à-dire finalement tout ce qui va, l'écosystème qui est autour de nous, ils ne sont pas du tout à la bonne place dans la façon dont on prend les décisions sur les
les projets immobiliers, la concertation est un peu, on va dire, éphémère. Voilà. Et donc, du coup, comment, finalement, une assistance à maîtrise d'usage, je disais, effectivement, en préparant, qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire l'assistance à maîtrise d'usage. On est beaucoup sollicité au moment des concours pour faire voilà, une proposition de valeur qui change un peu, tout ça. Et puis quand on passe à l'opérationnel, l'assistance à maîtrise d'usage, c'est un peu la ligne qui saute, concrètement, ou qui est un peu éphémère, alors que finalement, dans ce saut culturel qui nous est demandé avec l'immobilier régénératif, c'est vraiment justement de changer la manière dont on prend nos décisions, et finalement en mettant les humains et les non-humains autour de la table. On fait des comités de pilotage qu'on peut simuler pour voir comment ça peut changer finalement la donne. Donc c'est pour ça qu'on a monté les Médiateurs du Vivant, qui est un collectif qu'on a monté suite à la convention des entreprises pour le climat qu'on a fait pour plusieurs autour de la table. Voilà, et donc du coup c'est vraiment ça qui change la donne dans l'immobilier régénératif, c'est la manière dont on prend nos décisions, et on vise à chercher ce saut culturel dans la manière de faire de l'immobilier pour qu'il soit régénératif. Alors Lise Bourdeau-Lepage, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à cette table ronde. Vous êtes professeur des universités. Le terrain lyonnais, vous le connaissez un petit peu, ce qui vous a permis, ça a été un petit peu un lieu d'expérimentation, et pas seulement, c'est passer déjà à la phase pratique. Pour la mise en place ce qu'on appelle un quotient de ville sensible, ça paraît, on va dire, un petit peu perché. Expliquez-nous un petit peu cette approche. Donc d'abord, merci de l'invitation, et du coup, je ne savais pas ce que vous alliez dire tous les trois en premier, et franchement, je suis 100%. Personne ne savait ce que voilà. vous allez dire. Non, mais Sinon, du c'est coup, pas un débat. Voilà. Non, mais du coup, je suis 100% d'accord avec vous. J'ajouterais peut-être que sur la question, pour revenir à la question de la régénération et après aller vers le quotient émotionnel, si vous voulez. C'est vrai que quand on voit arriver immobilier régénératif, on s'est demandé, enfin moi je me suis demandé si c'était pas de nouveau un outil marketé, quelque chose qui serait labellisé. Du coup, je suis allée voir en fait ce que c'était et comment on pouvait le définir. Je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas de définition scientifique de cet élément-là, à part Krishna Duplessis en 2012 dans une revue reconnue. Anglo-saxonne, qui nous dit que finalement c'est un nouveau paradigme qui dépasse les approches de la durabilité qui sont centrées sur l'efficacité et la diminution de l'impact. Et l'idée, c'est finalement de faire un nouveau partenariat de création avec la nature. Donc en fait, quand on cherche en fait dans les textes, c'est pour ça que je suis très surprise en fait et très heureuse d'entendre ce que vous avez dit, parce que finalement on se dit, voilà, là on a l'élément naturel qui risque d'être encore instrumentalisé à des fins, on va dire positives, puisque c'est diminuer aussi l'impact, mais pas seulement. Donc on va restaurer, on pense évidemment à l'utilisation de la ressource, donc en eau par exemple, le sable dans la construction, enfin voilà, on pourrait revenir prolonger ça. Et du coup, moi, je me suis dit, finalement, OK, on régénère quoi? On va régénérer les milieux naturels, on va mieux respecter cette nature avec un grand N, et on fait quoi encore de l'humain? Donc, du coup, quand j'ai commencé à me poser cette question, je me suis dit, finalement, il y a aussi cette question de l'humain, et comment, finalement, on va régénérer les milieux de vie. Et donc, du coup, c'est rajouter quelque part, avoir une approche, on va dire, humaine et sensible. Donc, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit, Daniel, là-dessus. C'est que finalement, la régénération, elle ne doit pas être seulement pensée de manière technique et de manière, finalement, résultat en termes d'impact carbone, etc., dans la construction ou dans la manière de refaire sur la ville, mais aussi de régénérer la relation sociale, le cadre de vie, et de voir finalement de peut-être résoudre un certain nombre de maux sociaux qu'on traverse en particulier dans nos grandes villes. Donc ça, moi je suis partie de cette idée-là. Alors pourquoi? Parce que moi je travaille sur le bien-être des individus à la base, et de savoir quels sont les éléments spatiaux nécessaires pour les personnes pour bien vivre dans leur quartier, dans leur bâtiment. Et à la base, j'interroge non pas les gens en concertation, en réunion publique, j'interroge les discrets dans la rue. Donc je vais dans la rue interroger les gens sur ce qui est nécessaire pour eux pour bien vivre. Donc c'est des méthodes qui sont allées vers dans la rue avec un protocole, c'est
c'est pas un sondage, c'est pas un micro-trottoir, c'est 80 minutes d'entretien. Donc je travaille sur le bien-être et donc je me suis dit finalement en croisant l'immobilier régénératif et des approches sur le bien-être au niveau spatial, on peut se parler en fait. Voilà ce que je fais. Maintenant je vais répondre à la question que m'a posée Lionel. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de donner la parole à ceux aux invisibles. Parce que alors moi je parle de discret. Alors la terminologie est très importante. Parce que dans la concertation, parfois, voilà. Il y a des associations organisées, exactement. Qui, on va dire, représentent, on va dire, des personnes engagées. Et tout à fait. On passe à côté de de ce que je nomme les discrets. Les discrets, c'est ceux qui vont jamais en réunion de concertation, en réunion publique, en maîtrise d'ouvrage, qui sont jamais là, qui travaillent le matin, les travailleurs du crépuscule du matin et du soir. C'est des gens qu'on va trouver dans la rue, qui ont des choses à dire, qui ont des idées sur la manière de faire leur quartier, de ce qu'il faut améliorer dans leur quartier. Moi, j'ai enquêté à Paris, à La Rochelle, dans des petits villages comme Terré où il y a très peu d'habitants. En France depuis 2015, mes protocoles. Donc je vois aussi évoluer la société française et cette appétence pour des quartiers plus verts, etc. Et donc du coup, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, pour en venir vraiment à répondre à la question qui était posée initialement, parce que je ne vais pas me mettre sur le côté, c'est qu'en fait on s'aperçoit dans les éléments de bien-être qu'il y a évidemment les aménités naturelles qui sont très importantes pour le bien-être des Français, quel que soit leur lieu d'habitation, leur classe sociale, voilà. Et on s'aperçoit, donc ça c'est un point qui est extrêmement important, qu'ils demandent aussi à ce qu'on prenne soin des relations sociales, donc entre eux, qu'on prenne soin et qu'on améliore la relation sociale. Du coup, c'est exactement ce que vous disiez sur la qualité de vie, en fait. Ils ont une appétence pour ça. Donc, on arrive à ce moment-là. Mais on sait aussi qu'il ne suffit pas de donner aux gens ce qu'il leur faut. Si vous faites un banc dans une rue et que le banc il est rose ou vert, il va attirer l'œil et il va avoir des effets positifs sur les personnes. Donc la couleur, le paysage, l'ouverture paysagère détermine aussi un certain nombre de notre niveau de bien-être. De par quoi ? Par les émotions que ça suscite. Et donc du coup, l'idée c'est qu'il faut évidemment faire si on fait de l'immobilier régénératif, c'est régénérer aussi les ambiances, les perceptions qu'on peut avoir de l'environnement urbain. Et donc dans ce cas-là, à travers les émotions, ce qui va générer des émotions, à travers nos sens, on peut juger de l'effet positif d'un bâtiment sur les émotions d'une personne. Et je prendrai... non, je le dirai après. Donc voilà, et on arrive à mettre ça en chiffres. Il y aura d'autres questions, donc j'approfondirai après. Marc Balayi, je sais que vous tenez à parler de Plume 2050, mais je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat sur la chronotopie, puisqu'on a parlé de maîtrise des usages. Qu'est-ce que c'est la chronotopie ? Je vais répondre à la question, mais d'abord, je vais juste répondre à la question. Qu'est-ce que c'est l'immobilier régénératif ? Oui. Vu de ma fenêtre. Construire des immeubles, on en a construit un certain nombre dans notre histoire et puis dans ma carrière. Et on peut dire qu'on fait de l'immobilier business as usual, c'est-à-dire on développe pour faire le chiffre qu'on a à faire, produire les mètres carrés qu'on a à produire, servir nos clients comme on a les produire. Deuxième stade, ou deuxième horizon, on peut être responsable, c'est-à-dire commencer à regarder les normes, regarder un certain nombre de sujets, regarder les déficiences, les déficits qu'il peut y avoir et se dire, tiens, comment je peux commencer à aller vers le troisième stade qui est contribuer. Par exemple, on a fait une opération à Vénissieux sur laquelle on ne nous avait absolument pas posé de questions ni de près ni de loin et on a essayé de voir comment réduire les îlots de chaleur dans le centre-ville, parce qu'on souffre aujourd'hui des îlots de chaleur, et on a essayé de déployer tout un tas de choses, donc contribuer au territoire pour faire en sorte qu'il avance. Et le régénératif, c'est le cran d'après, c'est le cran où on vient réparer le territoire. C'est-à-dire, malgré nous, parce que chaque fois qu'on construit, on fait entre guillemets, les dégâts sur la ressource, sur l'énergie, sur un certain nombre de choses, il y a un impact, effectivement. Et donc, quelque part, c'est voir comment on peut plus ou moins compenser cet impact, ou dès l'origine du projet, comme le disait Daniel tout à l'heure, voir les choses de façon positive et avancer sur le chemin. C'est une visée, parce que intrinsèquement, on aura toujours un impact, il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais essayer de voir comment cet impact peut régénérer à la fois le vivant, régénérer les mobilités, régénérer les relations entre
les gens, etc., et de voir comment ça fonctionne. Et moi, je suis très intéressé d'entendre Nicole ce soir, parce que j'entends déjà un pisson sur la méthode, parce que là, je pense que si le politique peut nous aider, en tous les cas, à faire avancer le chemin, c'est sur la méthode. Voilà. Pour revenir sur la question posée, la chronotopie, effectivement, elle vient interroger l'usage. C'est-à-dire que quand on a commencé à regarder ces questions, on s'est posé beaucoup de questions sur, finalement, comment sont vraiment utilisés nos mètres carrés. C'est Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks, qui nous avait vraiment interpellé sur cette question-là, en mode tiens, nous, notre métier, c'est de vendre des camions, et pour décarboner notre activité, on s'est rendu compte que 28% des camions qu'on vendait roulaient à vide toute leur vie, et une des solutions qu'on a trouvées pour décarboner, c'est de vendre une application qui permettait de vendre tout ou partie du vide des camions qu'on avait déjà vendus. On s'est dit, waouh, ça c'est vraiment intéressant. Et nous, nos mètres carrés, pas les mauvais mètres carrés qu'il faudra restructurer, mais les bons mètres carrés, comment ils sont vraiment utilisés. Et c'est là que quand on fait 365 jours, 8 heures par jour, etc., on se rendait compte qu'avant le Covid, ils étaient utilisés au mieux du mieux à 20% du temps, et après le Covid, on était plutôt à 15 ou 17. On s'est dit, tiens, peut-être un sujet d'usage, comment vous travaillez la chronotopie, vous interroge là-dessus à travers les usages, la densité et les horaires. Et là, on s'aperçoit que quand on commence à travailler ces questions avec des utilisateurs concrets, on tombe assez vite à 50%, on arrive à intensifier l'usage de presque 50%, ce qui libère des mètres carrés de 50%. Voilà, donc si je parle de la chronotopie. On reviendra sur plus. Nicole Cibeux, par rapport à ces approches qu'on peut qualifier de nouvelles ou régénératives, est-ce que ça éclaire votre décision d'élu? Alors, approche intéressante. Je ne suis pas sûre, pour être très honnête, que ce soit un critère d'entrée aujourd'hui dans les décisions sur les opérations d'aménagement, les opérations de construction. Mais l'enjeu qui est devant nous, justement, c'est comment on intègre ces approches-là, qui sont des approches indispensables. La protection de la ressource, la relation sociale à la ville, à l'espace public, c'est intrinsèquement ce que doit faire l'aménagement demain. Mais comment on concilie ces approches-là à des enjeux importants pour les mois et années à venir, qui sont la création de logements, parce que si on revient terre à terre, c'est bien de se soucier de la perception des personnes à leur environnement, mais encore faut-il qu'ils aient des logements, qu'ils puissent se loger dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas le cas sur l'agglomération, on le sait, puisqu'on a une demande énorme en attente de logement social, et on a une crise du logement majeure. Donc comment on fait pour relancer le logement? Alors nous on a des idées, évidemment, mais des idées plutôt de leviers, comme je disais, réglementaires, opérationnels, enfin des leviers plus techniques. Et comment on fait pour intégrer ces démarches-là dans cet impératif quand même que l'on a de créer du logement à très court terme. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce qu'il n'y a pas que le logement, je le disais Marc, il y a la question de l'immobilier de bureau, dont on sait aujourd'hui le marché est effondré, on peut se le dire, qu'il y a des surfaces disponibles partout sur la ville. Alors là, pour le coup, on a un chantier d'immobilier régénératif absolument fabuleux. Qu'est-ce qu'on fait de ces surfaces demain? Alors, aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on peut les transformer en logement depuis la récente loi. C'est déjà pas mal, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et là aussi, comment dans des quartiers quand même d'affaires, on réintègre du logement, c'est-à-dire des gens qui vont venir y vivre, y habiter, pour que la qualité de vie soit au rendez-vous. Donc ça, on a quand même un gros sujet devant nous. Et dernier point, parce qu'on n'en parle pas souvent, et je pense que dans la qualité de travailler, parce qu'on a la qualité d'habiter, mais on a la qualité de travailler, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos zones industrielles. Ces zones industrielles qui sont obsolètes, qui sont mais une ineptie au niveau de la qualité de vie, c'est-à-dire que les gens, ils y travaillent quand même une grande partie de leur temps. Et on se soucie beaucoup de la qualité de vie dans les quartiers, mais dans les zones industrielles, on ne s'en soucie pas. Et on a un enjeu là de reconversion, de reconquête de nos zones industrielles, de régénération des locaux industriels qui sont pour beaucoup obsolètes, qui ne correspondent plus ni aux attentes des entreprises, ni aux attentes des salariés. Et les salariés, je vous rejoins, il faut les écouter.
il faut aussi écouter ce dont ils ont besoin comme service, comme qualité de vie à l'intérieur de leur espace de travail. Je rebondis là-dessus, Daniel. Ce qu'on sent à travers l'intervention de Nicole Siebeus, c'est la pression sociale de construire, les mètres carrés vides, donc la pression sur l'homme politique de prendre des décisions, de faire avancer, et en même temps votre approche qui est plus dans la réflexion, l'anticipation. Est-ce que l'approche régénérative, elle répond, on va dire, à l'urgence de construire et à la situation? Parce que parfois, quand on est dans une situation, on va dire, de crise, on part au plus pressé, on se dit c'est pas le moment de réinventer la roue. Est-ce qu'au contraire, c'est l'occasion de réfléchir différemment? Oui, alors il y a une première réponse qui est un peu brutale, c'est-à-dire ça serait dommage de rater les opportunités qui sont offertes par une crise. C'est-à-dire quand dans une vision systémique, quand un système est en crise, c'est que souvent il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Donc c'est le moment peut-être de les re-questionner. Une réponse un peu brutale en disant la crise va nous amener à réfléchir autrement. Je pense que c'est déjà le cas. C'est-à-dire très certainement aujourd'hui, le foncier, la disponibilité, les prix qui évoluent, l'énergie, etc. Ce sont des crises qui nous amènent forcément à réfléchir vers le changement. Pour aller sur l'esprit du régénératif, l'idée c'est de regarder toujours de comment fonctionne la vie. Et je le disais tout à l'heure que les outils techniques de construction se mettent au service de cette vie. Au passage, je fais juste une petite remarque sur l'assistance à maîtrise d'usage. Est-ce que le fait d'avoir inventé un truc qui s'appelle assistance à maîtrise d'usage, excuse-moi, c'est pas pour être... mais est-ce que ça montre pas qu'on a produit des objets dont on ne sait pas comment on va les utiliser? On n'avait pas besoin d'assistance à maîtrise d'usage quand on a un maître d'ouvrage qui est une entreprise qui exploite, qui sait déjà ce qu'elle veut, qui sait comment elle va fonctionner. Et quand on a un habitant, quand vous achetez votre maison et que vous la transformez vous-même et que vous savez comment l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'un assistant à maîtrise d'usage. Je ne sais pas, je te laisserai répondre après. Mais c'est quand même un signe du fait qu'on produit des objets dont on ne sait pas forcément s'ils sont complètement adaptés aux besoins d'habiter des personnes. En effet, et donc la quantité de logements supplémentaires ou la possibilité même de transformation des bureaux, vous avez raison, la transformation de bureaux en logements, c'est pas automatique, d'abord c'est pas simple, et deuxièmement, c'est pas parce qu'on pourrait le faire que ça apporterait une bonne façon d'habiter pour que demain on n'ait plus les contraintes d'habiter. Cette parenthèse sur l'usage, je la referme, mais je disais comment fonctionne la vie. La vie fonctionne dans notre pratique professionnelle d'architecte. Chez Agroup, on travaille beaucoup sur les bâtiments de santé et notamment de santé mentale aussi. Mon associé parisien travaille beaucoup sur ce sujet-là. Il y a un truc que j'ai appris de lui, c'est que la qualité de vie, c'est une qualité de bonne santé relationnelle. C'est-à-dire que quand on a une bonne relation avec son voisin, la proximité comme ça, elle peut très bien se passer quand on a une bonne qualité relationnelle. Pardon ? Oui. Non, mais, je sais bien. Donc cette qualité relationnelle, cette bonne santé relationnelle, je propose de poser cette formule-là, permet d'améliorer la qualité de vie. Et dans ce sens-là, en fait, je pense que le fil conducteur, c'est de se dire à chaque fois qu'on produit un objet, chaque fois qu'on produit un bâtiment, quels sont les liens supplémentaires que je vais pouvoir ajouter grâce à cet élément-là. C'est-à-dire que ça va vers, comme vous le disiez, sortir d'une spécialisation trop forte des territoires, les zones d'activité d'un côté, la mixité, ça n'a plus besoin d'être dit, mais c'est aussi ça la vie qui fonctionne, c'est quand on a des mixités qui sont proches et qui peuvent fonctionner, et que cette proximité devient favorable, comme la vie le permet, et du coup ça déclenche des choses nouvelles qui amènent de la vie dans un quartier, qui réamènent de la vie ou une qualité de vie dans une zone d'activité, et qui font que des bâtiments qui des fois sont des actifs échoués, si vous me permettez l'expression, peuvent retrouver une fonction de vie. Voilà. Donc ce regard-là, il vient, il me semble que la piste est dans l'idée d'élargir le champ de vision. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'objet, on ne regarde pas seulement sa parcelle, c'est ce que disait Marc tout à l'heure aussi sur quelles sont les relations que j'établis, et donc je vais plutôt essayer de comprendre quel est l'élément dont ce territoire a besoin pour que ce territoire augmente sa vie. Et à ce moment-là, ce bâtiment sera le bon bâtiment au bon endroit par rapport à des usages qui sont plus larges, qui sont des relations qu'on peut établir autour de cet objet fonctionnel. Céline Varenne-Souchon, je vois que vous êtes aussi porte-parole des médiateurs du vivant. On a
senti à travers cette intervention la question de la coopération avec son environnement, avec les habitants, avec les professionnels, avec les usagers de ces bâtiments. Comment on coopère avec le vivant et qu'est-ce que ça veut dire être médiateur du vivant, médiatrice du vivant? Pour répondre aussi à ta question, le problème, c'est la chaîne de valeur de l'immobilier, puisque du coup, chacun intervient à un moment sur une dimension avec son modèle économique et en fait finalement au bout du compte on finit par oublier finalement le ce pourquoi on a construit ça, quel rapport on construit avec le vivant autour de nous, avec le territoire, avec l'écosystème dans lequel on est, et ça finalement c'est toute la chaîne de valeur qui est très finalement parcellaire et qui fait qu'on oublie ça. Donc finalement c'est là où c'est important de pouvoir alors je ne veux pas aller sur pourquoi l'assistance à maîtrise d'usage est intéressant, mais c'est quand même cette question-là qui est un fil rouge, voilà, pour tisser les liens, pour reconnecter à ce besoin du territoire, du quotidien. Et du coup, les médiateurs du vivant, en fait, c'est de pousser la question de la régénération quand même un peu à son paroxysme, voilà. Parce qu'en fait, on s'est dit, nous, en agence de design sociétal, on est centré sur l'humain, on est beaucoup centré sur les questions d'inclusion, cette question de dire si on répond aux besoins des minorités, on trouve des solutions pour la majorité, en renversant finalement la manière de se dire, le handicap, c'est que 12% de la population, pourquoi quelque part faire quelques seuils et le PMR arrangera tout, on sait très bien que ça n'est pas bon en termes d'usage, voilà. Donc on avait ce premier prisme-là, et quand on a fait la CEC, on s'est dit, mais en fait, là où on doit intervenir, c'est vraiment là où on prend des décisions quand on fait la fabrique de la ville. Et donc, on a monté ces médiateurs, puisque pour donner une voix aux vivants, alors, vous allez peut-être vous dire, elle est complètement barrée, mais en fait, on fait... pour sortir des sentiers battus. Voilà, donc... raconter une expérience de coopération. Exactement. Où je simplifie, quelqu'un représentait les chauves-souris. C'est une question un peu. Alors c'était un peu plus... Voilà, donc on a travaillé avec la SPL Marneau-Bois, à côté de Paris, qui est une entreprise à mission. Donc c'est déjà intéressant parce que c'est une entreprise qui est déjà... Ils sont 25, ils sont engagés. C'est le collectif d'entreprises à mission, donc tous les collaborateurs qui ont travaillé. On a commencé à travailler avec une séquence de bio-inspiration où on a un spécialiste des mycorhizes qui s'appelle Daniel Vich qui est intervenu pour regarder finalement comment le champignon coopère avec l'arbre. Il y a des champignons parasites, des champignons mutualistes, enfin bref, il explique tout ça merveilleusement bien. Donc déjà, on regarde son métier d'une manière un peu différente et on s'inspire du vivant, donc ça c'est la première partie. Et après, on simule un comité de pilotage où chacun, l'élu, le maître d'ouvrage, l'aménageur, et on a des médiateurs du vivant qui interviennent dans cette prise de décision. Donc au début, c'est un peu caricatural. Franchement, l'élu, il veut pour ses habitants, enfin bon, toujours la même chose, quoi. Et au bout d'un moment, et donc justement, le médiateur du vivant, il était aussi caricatural. Il disait la pipistrelle, je connaissais pas, mais bon, c'est une chauve-souris. Il disait oui, si on détruit le bâtiment, il va pouvoir nicher cette pipistrelle. Bref, et donc le scientifique qui était avec nous, il disait arrêtez de penser à des choses aussi basiques, pensez à la manière dont il va pouvoir circuler, où est-ce qu'il va pouvoir nicher. Et donc là, on est passé d'un moment où il y avait finalement quelque chose qui était assez coincé, on va dire, avec des contraintes de chacun, à de la coopération. Et finalement, on est passé de zones, il faut une zone de flux pour les camions, une zone pour habiter, à des corridors. Et donc, on a intégré la circularité. Et ça, du coup, dans les prises de décision, ça a fait changer finalement la manière dont les choses se sont passées, parce qu'on a intégré cette voie invisibilisée. Donc, il faudrait qu'il y ait le vivant humain et non humain, c'est ça qui serait intéressant, autour de la table. Et finalement, ça crée finalement une manière de coopérer, de prendre des décisions différentes dans le projet, sur l'éclairage, sur la façon dont les flux vont pouvoir s'organiser. Et donc, il y a une forme de cohabitation qui se fait sans que tout le monde soit dans une contrainte. Voilà. Donc là, on est dans le dialogue, on n'est pas dans la caricature de la main avec la grenouille rare qui bloque telle construction, etc. Voilà, on dépasse ça en fait. Ça monte dans les tours entre les associations, les riverains, etc. En fait, il y a le moyen de préparer le projet pour que chacun s'y retrouve. Exactement, c'est ça. En tout cas, on voit, et on expérimente en ce moment, comment ça vient faire bouger finalement la manière de regarder le projet et du coup inciter à un saut culturel de chacun pour aller dans le dialogue et dépasser des contraintes où on est bloqués les uns les autres. Ça vous parle, cette approche, par rapport à votre travail sur le quotient émotionnel ? Oui, tout à fait, parce que, en fait,
C'est la question de se mettre à la place de l'autre, hein, donc déjà, ça c'est un point qui est important, mais aussi de relever la parole des uns et des autres et de leur laisser finalement les laisser s'exprimer. Et souvent, quand on les laisse s'exprimer et que chacun expose ses difficultés, en fait, ou ses préoccupations, et là, c'est ce que vous avez souligné, finalement, on s'aperçoit qu'il y a un dialogue qui peut s'instaurer entre les différentes personnes. Et ce qui est assez intéressant dans ce dialogue, c'est qu'il crée de nouvelles connaissances. Et donc, du coup, on a des nouvelles connaissances qui vont être là, et qui vont vraiment émerger, qui seront propriété commune et du coup qui vont pouvoir faire avancer le projet ou du moins d'avoir une vision de projet. Alors sur le quotient émotionnel, là ce qu'on va chercher en fait quand on veut évaluer finalement les émotions positives suscitées par exemple un bâtiment, un nouveau bâtiment dans un lieu, bon déjà c'est sûr qu'on se demande, la première chose c'est à se demander si ce bâtiment a quelque chose à faire à cet endroit-là, donc c'est ce que vous disiez tout à fait Daniel, donc ça c'est la première chose, est-ce qu'il était nécessaire à cet endroit-là? Donc voilà, donc il y a des choses en amont auxquelles on va réfléchir et après on va aller rencontrer les personnes dans la rue et on va leur poser des questions sur les différents sens. Est-ce que par exemple si vous fermez les yeux, quel est le premier son que vous entendez? Est-ce que ça suscite quelque chose d'agréable? Quelle émotion ça va susciter chez vous? Et est-ce que en général dans le quartier vous ressentez cette émotion? Et nous on sait où la personne elle est. Après, on fait des oiseaux protégés par la démarche de ces... Exactement. Et donc, du coup, on va faire ça aussi pour la vue. Donc, voir les couleurs, est-ce qu'on voit le ciel? Parce qu'on sait que, par exemple, quand on ne voit pas le ciel, ça génère un peu de stress, ça génère du stress. Donc, en fait, on a tout un ensemble d'éléments au niveau théorique qui nous disent que certains éléments sont défavorables ou génèrent des émotions négatives. Donc on teste ça donc sur la vue. Après on va faire la même chose avec les odeurs. Donc c'est très très dur, je l'ai fait à Lyon. Hein. Et on l'a fait pas très loin d'ici puisque on l'a fait dans le super îlot Danton pour la métropole, un projet l'ABEC Simu pour la métropole, pour savoir si quand on a des émotions positives, on a une augmentation de la marche, que les gens vont parcourir et marcher beaucoup plus. Derrière, il y a la question de la santé. Donc, on va à chaque fois reprendre ces différents sens, avoir un petit protocole, et j'arrive à mettre en chiffres ces éléments-là. Et de donner, par exemple, si on était dans le bâtiment de Corner, le niveau, là, je suis pas sûre que... là où on est, oui, mais en bas peut-être pas, il n'y a pas... voilà, déjà, il n'y a pas de la couleur, déjà, vous l'avez remarqué en bas. Hein. On pourrait évaluer le quotient émotionnel, en fait, qu'on a quand on arrive dans le bâtiment Corner, dans les alentours. Et du coup, ce qu'on recherche, c'est évidemment, contrairement à ce qu'on voit dans notre société ou à la mise en discussion, c'est que là, moi, ce que je vais essayer de voir, c'est les consensus, ce qui révèle des consensus au sein des personnes interrogées. Donc, du coup, à partir de là, on peut faire un diagnostic, comme on a tous les éléments, on peut faire un diagnostic de ce qui va manquer autour du quartier. Là, ça serait sûrement un peu la couleur. Enfin, la première chose qui me vient si j'étais en bas de Corner. Il y a beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup d'arbres, enfin voilà, donc les sons ne sont pas les mêmes. Enfin, je prends juste un exemple, je suis restée 10 minutes en bas, hein, c'est tout. Et du coup, l'idée c'est après, voilà, et là l'idée c'est après de dire, voilà, est-ce que vous, quand vous prévoyez un projet, finalement on ne peut pas aussi se poser ces questions-là sur les sens et donner de la valeur, parce que derrière, ça paraît anecdotique, mais derrière c'est notre santé. En fait, juste pour prendre un exemple, quand on a des micro-espaces végétalisés, selon la manière dont on végétalise ces micro-espaces, la récupération des capacités cognitives n'est pas la même, juste en passant à côté. Hein. Donc à ce moment-là, on voit bien la puissance que ça a. Derrière, c'est la santé des personnes qui est en cause. Et donc je vous rejoins tout à fait, et je suis vraiment heureuse de vous entendre parler de ça, des zones d'activité donc industrielles, parce qu'aujourd'hui, dans les zones d'activité industrielle, on met des travailleurs qui sont en situation de stress une grosse partie de la journée. On a déposé à l'ADEME un projet autour de ça, justement. Comment on peut favoriser plus de liens avec le vivant non humain
dans ces zones-là. Je peux Voilà. bien parler avec vous. Voilà, bon, on n'a qu'un premier tour, on ne sera peut-être pas financé, mais au moins on y a déjà réfléchi. Et du coup, c'est cette question qui est posée, en fait. Donc, on arrive à donner un chiffre. Et le chiffre en soi, c'est pour que les gens comprennent. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est plutôt la décomposition des éléments et de se dire que ça agit sur notre santé. Derrière, c'est des finances publiques. C'est l'isolement social ou la santé mentale, c'est une des grandes causes 2026, quoi. Donc voilà, je m'arrête là. Je suis partie trop loin de l'immobilier. On va prendre un temps pour Plume 2050. C'est une forme de coopération. Quelle est cette initiative et pourquoi? Le constat, c'était que dans notre façon de faire de l'immobilier, on a environ 14 paires de lunettes qui constituent la chaîne de valeur dont on parle inlassablement, et qu'on était finalement dans l'hyper-performance de chacune des paires de lunettes. C'est-à-dire qu'on se passe un dossier de main en main, de spécialiste en spécialiste, et très difficile de faire de la synthèse, et on est souvent dans un consensus où finalement on va arriver à quelque chose qui est finalement non pas le plus petit dénominateur commun, ce serait exagéré, mais quelque chose qui est le fruit d'un consensus. Et on s'est posé la question de savoir si on avait une manière de produire nos immeubles de façon un peu différente, en coopération justement, en réunissant ces 14 paires de lunettes, non pas séparément, mais véritablement ensemble, pour arriver à travailler. Donc, pour leur permettre de se connaître et de voir l'immensité des injonctions contradictoires que nous, les maîtres d'ouvrage, nous avons à résoudre à chaque projet, on a réuni ces 14 paires de lunettes dans lesquelles il y avait les collectivités, il y avait des industriels qui fabriquent des matériaux, il y avait des aménageurs, des architectes, des bureaux d'études, des banquiers, des financeurs, des investisseurs, des exploitants, des utilisateurs, enfin toute la chaîne qu'on pouvait imaginer. Et on leur a posé, on est parti du vivant, de la ressource et du carbone, parce qu'aujourd'hui c'est les sujets qui nous préoccupent et qui nous challengent le plus, pour savoir comment ils les mesuraient. Est-ce qu'ils étaient intéressés comment ils les mesuraient? Et on s'est rendu compte que, écouter les indicateurs des uns et des autres, est-ce qu'il y avait un indicateur ou deux ou trois ou quatre qui était capable d'être commun aux 14 paires de lunettes en même temps, et de voir si ces indicateurs-là étaient favorables au territoire. C'est-à-dire s'ils ne servaient pas uniquement le bénéfice de la filière par elle-même, si je peux m'exprimer de cette façon-là, et souvent au dénigrement du territoire, parce que c'est là où on casse les liens. Et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'indicateurs qui étaient très intéressants pour faire avancer ce chemin. Et on avait rajouté d'ailleurs 2 chaises incarnées à ces 14 paires de lunettes, une chaise pour le vivant et une chaise pour la ressource, qui ne sont jamais présentes, puisque c'est toujours une chaise vide. Et c'était hyper intéressant de voir pour une fois un écologue qui ne rendait pas un rapport X ou Y sur quelque chose, mais qui participait à l'acte de construire et qui ne mesurait même pas les réglementations qu'on avait, les injonctions contradictoires. Bon, et par contre, chacun des acteurs, dans son registre, voyait des contradictions. Parce que souvent, le problème, c'est de transformer des beaux enjeux comme la transformation et la transition écologique en une norme de taxes, de normes qui fait que plus rien n'avance, de règles qui sont bloquantes et qui fait perdre finalement l'enjeu. Et là, c'était passionnant de voir justement une collectivité se rendre compte que finalement, l'acte de construire, c'est pas si simple, qu'il y a un certain nombre d'injonctions et que réglementer, ça a parfois des perversités et réciproquement, de voir des acteurs comme des notaires en face d'assureurs ou des assureurs en face des utilisateurs se rendre compte que leurs contraintes à eux, c'est pas du tout les mêmes, et se mettre dans la paire de lunettes de l'autre était absolument passionnant. Et on a confronté ça à un projet, puisque il y a un îlot dans le 8e qui a été travaillé par pas mal d'architectes, pas mal d'équipes de promotion, et qui avait abouti à certaines solutions. On a essayé de voir si, en passant au filtre des indicateurs de Plume, puisque le collectif s'appelle Plume, on a réuni 6 tables de 14 paires de lunettes, ça fait 80 entreprises quand même, qui ont travaillé sur cette question-là. Et on a passé ça, un projet au filtre de ça, pour voir si on arrivait à trouver quelque chose de pertinent. Et on a trouvé une solution qui n'avait pas été imaginée à l'époque, qui permettait de désartificialiser un peu plus, qui permettait de ne pas démolir l'immeuble bureau et de lui rajouter une couche logement par-dessus, etc., tout en respectant les normes et en faisant avancer le chemin et en donnant de la valeur. Alors, ce que je propose, c'est avant de mettre fin à cette table ronde et de passer à la remise des trophées, est-ce que dans le public, il y a des questions? Vous avez la chance d'avoir, pour une de ses premières apparitions, la vice-présidente stratégie foncière organisme de
la métropole, les experts qu'on vient de venir à cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Peut-être avant qu'il y ait les questions, parce que c'est toujours un peu difficile, Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose. C'est en fait, finalement, on réfléchit toujours et on finit par aller chercher des indicateurs pour essayer de se rassembler, parce que c'est notre langage commun pour essayer de mesurer tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que des entreprises, des petites entreprises, des plus grandes, s'engagent vers le régénératif ou vers cette trajectoire? C'est quand même l'émotion, on va quand même se le dire. C'est que finalement, je parle pour moi, ce que j'ai vécu pendant la Convention de l'entreprise pour le climat, ce parcours qui fait la théorie du U, qui vous fait descendre le toboggan, prendre en pleine face ce constat, parce qu'on pense qu'on sait en fait, mais en fait on ne se rend pas compte de l'urgence au bout d'un moment. Et quand vous avez une jeune fille qui est fait Sciences Po, qui vous dit droit dans les yeux, mais nous on a compris en fait, mais quand on sera à des postes à responsabilité, ce sera trop tard. Dans 15 ans, ce sera trop tard. Vous êtes là, vous faites ok. Et donc ça, en fait, ça c'est plus fort que tout en fait. Donc c'est aussi qu'est-ce qui nous fait bouger, qu'est-ce qui nous rassemble les uns les autres. Il y a un projet qui est là, qui va être porté. Je pense que c'est le moment de faire bouger les lignes aussi sur nos émotions pour sortir de nos carcans et de ces contradictions qui nous mettent des bâtons dans les roues partout. Donc permettre de dire ça, parce que je trouve que c'est ce qui peut nous rassembler quand même et nous aider à coopérer. Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais, je pensais que vous me redonniez la parole, mais non. Non, mais les questions du public, c'était aussi une manière de vous redonner la parole. Ce que l'échange m'inspire, très intéressant, parce que ça donne aussi des angles d'attaque diverses. Dans la première question que j'ai posée, l'immobilier pour qui? Déjà, cette première question-là, en fait, pour qui? Alors, on sait qu'on construit du logement pour des gens qui vont y habiter, mais en fait, on ne sait pas qui. Et on ne sait pas ce qu'ils attendent. On construit des logements pour des bureaux, de l'immobilier pour les bureaux. Alors, on connaît des fois l'entreprise, mais en fait, on ne connaît pas les salariés qui vont venir y travailler et ce qu'ils vont attendre. Pareil pour la zone industrielle. Donc, je pense que cette approche, qui modifie complètement la façon dont les maîtrises d'ouvrage, parce que je vais élargir public et privé, abordent l'immobilier. Et que ce soit l'immobilier neuf ou l'immobilier en transformation. Et je trouve du coup que cette démarche, elle est très intéressante parce qu'on revient aux fondamentaux. Qu'au fil du temps, on a perdu par des critères très économiques quand même, parce que les opérations, elles ont des critères de rentabilité, on connaît ça par cœur. Et là, du coup, on rajoute d'autres critères que les critères de rentabilité économique, qui sont, je vais me permettre un mot qui ne va pas plaire, mais qui sont des critères de rentabilité sociale et environnementale. Et ça, effectivement, dans les conceptions de nos programmes à venir, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Merci.